membres du jury, donc votre directeur, à savoir le professeur Ndoboussa. Vous avez aussi le doyen Dello, donc il est là comme membre du jury, et moi, j'assure à la présidence. Vous avez une quinzaine de minutes pour vous présenter l'état de votre travail. Merci, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, c'est avec une profonde émotion que nous nous tenons devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette étape cruciale de notre parcours universitaire. Nos premiers mots vont d'abord vers vous, chers enseignants. D'abord à vous, Monsieur le Président du jury. Merci pour votre disponibilité. Malgré vos nombreuses préoccupations, vous avez tenu à être là aujourd'hui. Nous vous en sommes reconnaissants. Ensuite, nos mots vont à l'encontre du professeur Mamadou Alou Diallo. Vous qui avez guidé nos premiers pas vers l'univers du droit. Vous qui nous avez amenés au droit public et fait aimer les relations internationales à travers vos analyses. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, nos pensées vont vers notre encadreur, professeur Ndoboussa. Cher encadreur, merci pour votre disponibilité, merci pour vos conseils, merci pour vos orientations et pour votre rigueur. Une rigueur qui vous caractérise et qui ne peut qu'être comprise par des esprits bien ouverts. Merci pour l'estime dont vous avez fait montre à notre égard, en nous ouvrant toujours la porte de votre bureau, en répondant toujours à nos appels téléphoniques, même lorsque nous perçuions vos quiétudes. Chers professeurs, la langue française n'a pas encore inventé de mots assez forts pour nous permettre d'exprimer notre gratitude envers vous. J'ai également une pensée en ce jour pour ma famille, mon papa et ma maman qui ont toujours financé mes études, et je tenais également à remercier tous ceux et celles qui sont présents dans cette salle. Je suis Mick Jordi Adenis Ntoutoumba. Mon sujet porte sur l'Union africaine face aux défis sécuritaires. Nous avons jugé nécessaire d'aborder ce sujet pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons académiques. Pour des raisons académiques, les relations internationales sont des rapports entre les États. Ce sont les États qui sont les premiers acteurs des relations internationales. Il était donc important pour nous de comprendre le rôle des États aujourd'hui, notamment des États africains, face aux défis, face à l'insécurité que nous observons aujourd'hui en Afrique. Du point de vue personnel, il était important pour nous d'aborder ce sujet. En tant que jeunes Africains, le terrorisme, les coups d'État et autres menaces que nous observons sur le continent ne m'ont pas laissé insensible. Il était donc primordial pour moi d'aborder ce sujet. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, nous nous sommes attelés à définir les mots-clés de notre sujet. D'abord, l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation intergouvernementale d'États africains, créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Elle remplace l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui a été créée en 1963. Les pères fondateurs de l'OUA, Kwame Nkrumah, voulaient l'unité africaine aux institutions. L'Union africaine a comme pour objectif la promotion de la paix et la sécurité sur le continent africain. Elle s'est dotée pour cela de plusieurs organes, notamment le Conseil de paix et de sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité est l'organe de l'Union africaine chargé de maintenir la paix et la sécurité sur le continent. Concernant les défis sécuritaires, elles peuvent être perçues comme l'ensemble des objectifs que les États africains se sont fixés pour relever les problèmes liés au terrorisme et aux autres formes de menaces qui sapent le bon fonctionnement des institutions étatiques. Plusieurs préoccupations d'ordre sémantique ont été recherchées, à savoir quelles étaient les causes aujourd'hui de l'insécurité en Afrique, quelles étaient les manifestations et quelles pouvaient être les solutions. Face à toutes ces interrogations, nous nous sommes tournés vers une question centrale, à savoir quelle est la capacité de l'Union africaine à faire face aux défis sécuritaires en Afrique.
Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes tournés vers deux axes. Dans le premier axe, nous parlons d'une capacité réelle de l'Union africaine en matière financière. Et dans le second axe de notre travail, nous parlons d'une capacité limitée de l'Union africaine en matière financière. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, nous allons commencer par le premier axe, à savoir une capacité réelle de l'Union africaine en matière financière. Sécuritaire. Merci, cher encadreur. Et désolé pour ce lapsus. Une capacité réelle de l'Union africaine en matière sécuritaire. Dans le chapitre 1 de cette première partie, nous montrons d'abord la capacité juridique de l'Union africaine en matière sécuritaire. Au cours de ce chapitre, nous avons abordé deux sections. D'abord, les compétences conférées par la Charte des Nations Unies, mais aussi les compétences tirées de l'acte constitutif de l'Union africaine. Pourquoi nous avons dit les compétences conférées par la Charte des Nations Unies? Parce que les Nations Unies ont mis en place un chapitre, le chapitre 8, sur les accords régionaux, où il donne compétence aux organisations régionales de pouvoir maintenir la paix et la sécurité, pourvu que ces organisations respectent les buts et principes de la Charte. L'Union africaine étant une organisation qui respecte les buts et principes de l'ONU, elle est donc compétente en matière de maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. En effet, parmi les buts de la Charte des Nations Unies, nous avons le maintien de la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous l'abordons dans un premier paragraphe où nous disons en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Concernant le second aspect, le second paragraphe de cette section, nous parlons du règlement pacifique des différends. C'est un principe de la Charte des Nations Unies que l'Union africaine utilise souvent pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique. Nous avons choisi, lorsque nous avons parlé du règlement pacifique des différends, d'aborder ici l'arbitrage, mais aussi la CIJ, la Cour internationale de justice. Ce sont les moyens juridictionnels. Nous nous sommes fondés sur les moyens juridictionnels parce que nous avons voulu rester dans le cadre de la capacité juridique. Concernant la seconde section de cette première partie, nous avons parlé des compétences tirées de l'acte constitutif de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine tire parfois ses compétences de son acte constitutif. Elle protège les États dans ses objectifs. Elle décline qu'il est nécessaire de protéger les États africains. Et nous avons aussi parlé d'une sanction des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Oui, l'Union africaine condamne et sanctionne les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Nous avons l'exemple en Afrique, au Mali, où il y a eu un coup d'État. L'Union africaine a sanctionné. En Guinée-Conakry, lors de la chute de l'ancien président Alpha Condé, l'Union africaine a sanctionné. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Dans la seconde partie, dans le chapitre 2 de cette première partie, nous avons parlé de la capacité politique de l'Union africaine à faire face aux défis sécuritaires. À l'intérieur, nous avons montré une véritable politique de coopération, mais aussi la dynamique d'une diplomatie préventive. Pourquoi une véritable politique de coopération? L'Union africaine établit ici une coopération avec les acteurs étatiques, mais aussi avec les acteurs non étatiques. Les États étant les premiers acteurs des relations internationales, il était donc nécessaire pour l'Union africaine d'établir une coopération avec ces États. Nous avons donc une coopération intra-africaine, donc la coopération de l'Union africaine avec les États africains, et nous avons aussi une coopération avec les États non africains, que nous avons appelés les pays du Nord. Parmi ces pays, nous retrouvons la France, qui est le premier partenaire en matière de coopération aujourd'hui encore en Afrique, notamment en Afrique francophone, mais aussi la Chine et les États-Unis. Et dans la seconde section, nous avons parlé de la dynamique d'une diplomatie préventive. En effet, l'Union africaine se base beaucoup sur le dialogue pour maintenir la paix et la sécurité en Afrique. C'est pourquoi nous avons parlé du dialogue comme étant un instrument traditionnel, et nous avons aussi parlé du dialogue au plan politique. Ensuite, dans le second paragraphe, nous avons parlé de la médiation. La médiation qui est un moyen pacifique de règlement des conflits aujourd'hui en Afrique. Tout cela ont été abordés dans le but de montrer la capacité réelle de l'Union africaine en matière sécuritaire. Dans la deuxième partie de notre travail,
nous avons voulu nuancer en reconnaissant que oui, l'Union africaine a tout de même une capacité limitée en matière sécuritaire. Pourquoi nous l'avons dit? Nous l'avons dit parce que nous avons observé à travers nos recherches, mais aussi à travers l'actualité, qu'il y a des obstacles à la politique sécuritaire de l'Union africaine. Nous avons en effet une implication insuffisante des États, une collaboration difficile, le problème des guerres de leadership entre États africains. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas d'unité. Les États d'Afrique ne sont pas unis pour faire face aux nombreuses menaces actuelles, comme le terrorisme. Lors de la création de l'OUA, la première organisation continentale, le rêve des pères fondateurs, à savoir Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Modibo Maïga, Ahmed Sékou Touré, ils voulaient l'unité des peuples d'Afrique. Aujourd'hui, ils doivent être bien tristes où ils se trouvent. Nous avons également parlé de la dépendance en matière financière dans la section 2 de cette seconde partie. À l'intérieur, nous avons montré une dépendance vis-à-vis des États membres, mais également une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Oui, l'Union africaine dépend énormément de ses États membres. Près de 80% de son budget sont financés ici par les États africains. Cela a pour effet de souvent empêcher ses actions sur le terrain lorsque certains membres sont des mauvais cotisateurs. Il y a également une dépendance financière vis-à-vis des puissances extérieures. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, comment voulez-vous que l'Union africaine soit indépendante si elle dépend des fonds des puissances extérieures, de l'Union européenne, de la France et des États-Unis? Ces puissances ont aujourd'hui un impact sur l'Union africaine, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours capable de réellement mettre en pratique ce qu'elle désire. Dans le chapitre 2 de cette partie, nous avons montré que, hormis les obstacles liés à la politique sécuritaire, l'Union africaine n'était pas aujourd'hui une institution adaptée. Alors qu'elle devrait se réadapter, l'Union africaine est restée, s'il faut le dire, sur cette vieux démon. Elle n'arrive pas aujourd'hui à s'adapter face notamment au terrorisme. C'est pourquoi nous avons parlé de l'absence d'une véritable stratégie face au terrorisme, mais aussi l'absence de moyens face au changement anticonstitutionnel. Nous avons évoqué une capacité réelle de l'Union africaine en matière sécuritaire, mais aussi une capacité limitée de l'Union africaine en matière sécuritaire. C'est pourquoi, dans notre conclusion, nous avons essayé de trouver des solutions. Comme première solution, nous avons parlé ici d'une unité réelle. Il faudrait aujourd'hui, pour faire face aux menaces du terrorisme, que les États africains soient réellement unis. Il faudrait que tous les peuples d'Afrique soient unis. Les États africains ne sont pas unis. Regardons ce qui se passe au Sénégal, par exemple. Entre le Sénégal et un pays comme la Gambie, deux pays frères, dotés d'une même histoire, parce que certains ont été colonisés par les Anglais et d'autres par les francophones, ils se disent aujourd'hui ennemis et se font souvent des guerres. Il faudrait que les États africains soient unis, comme l'a voulu les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Ensuite, nous avons parlé des institutions fortes. Il faudrait que l'Afrique se dote d'institutions fortes. L'ancien président des États-Unis l'avait dit, Barack Obama, aujourd'hui, il ne faut pas en Afrique des hommes forts, mais des institutions fortes. Enfin, nous avons parlé des finances. Il faudrait que l'Union africaine soit en possession d'une véritable autonomie financière, tout comme l'Union européenne, pour que cette institution puisse elle-même mener ses actions sans subir des pressions internes ou externes. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'Union africaine a une réelle capacité en matière financière, mais que l'Union africaine a tout de même une capacité limitée. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, au cours de ce travail, nous avons choisi la prudence et la nuance comme principe pouvant guider nos recherches. Nous avons développé nos arguments, toujours en pensant à l'hypothèse qui pouvait se révéler inexacte, toujours en ayant en tête l'heureuse formule du philosophe Karl Popper qui affirmait « Un travail est scientifique, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il reste à parfaire. » Afin de parfaire ce travail, nous souhaitons nous appuyer sur vos observations et vos contributions qui, à n'en point douter, nous permettront d'approfondir notre réflexion. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, nous vous remercions pour votre attention.